Il devrait arriver. Salut Céline, tu vas bien? Bonjour Sacha, comment ça va? Super bien. Alors écoute, on avait déjà parlé il y a à peu près une semaine du microbiote. Et puis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, j'ai eu plein de messages et je crois que toi aussi. Et vraiment, manifestement, ça intéresse les gens. Ils ont envie d'en savoir plus sur les relations de notre corps avec nos intestins et toutes les bactéries qui vivent là-dedans. Quand Oui. j'étais étudiant en médecine, on nous parlait assez peu du microbiote. Et là, ça a vraiment changé. Et puis moi, j'adore travailler avec toi. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es pharmacienne de formation, hein, tu es pharmacienne. Ouais. Tu as été bardée de diplômes, tu as une liste à chaque fois que tu m'avais montré ça, Oh, tu as une liste de diplômes absolument oh, invraisemblable. Et ça fait des années qu'on collabore ensemble à la clinique Spontini, à Naissance. Et tu es responsable entre autres de l'hygiène, et c'est grâce à toi qu'on a parmi les meilleures notes de France sur l'hygiène de la clinique avec un taux d'infection hyper bas. Et ça, il faut vraiment te reconnaître ce talent. Et puis, à chaque fois que je te croise dans les couloirs, tu as plein de nouvelles idées, tu es tout le temps, et tu fais partie de ces gens avec lesquels j'adore travailler parce que tu es passionné par ce que tu fais. oh, c'est Et gentil, merci. il y a quelques années, en parlant comme ça, tu m'as dit que tu t'étais passionné pour le microbiote. Oui, Et voilà. Et alors là, je t'ai vu te former, aller faire plein de tous les cours dans le monde entier pour apprendre ça. Et maintenant, tu dédies une partie de ton activité à ça. Alors, tu as un terme d'ailleurs qui est intéressant parce que tu dis que tu n'es pas nutritionniste ou tu dis que tu es coach nutri-émotionnel. Il faudrait que tu nous expliques d'ailleurs exactement ce que c'est. oui. Pour commencer, je voudrais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que le microbiote intestinal. Alors, le microbiote, en fait, c'est un ensemble de bactéries qui appartient à un écosystème. Donc, ça peut être la peau, ça peut être le bassin, ça peut être les oreilles et ça peut être l'intestin, bien évidemment. Hmm. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus connu, c'est le microbiote intestinal, puisqu'on peut même dire microbiote sans que ça pose problème. Souvent, les gens l'associent à l'intestin. Oui, Mais alors il que faut moi, savoir, en, voilà. en tant que chirurgien, nous, le microbiote qu'on connaissait, c'était celui de la peau. Voilà. Celui, Donc, les le- dermatos, les pour, chirurgiens, oui. voilà, pour les Écosystème. staphylocoques et tout ça. Mais donc, on a la même chose dans le ventre. Oui, c'est un petit peu le synonyme d'écosystème, en fait. C'est tout un ensemble de communautés, parce qu'il faut Hmm. savoir qu'on n'est pas seul, en fait, dans notre corps. On abrite toute une table de bactéries qui sont avec nous et qui cohabitent avec nous. On a plein de petits personnages en nous, quoi. Et il y en a combien? Parce que quand j'étais en médecine, il y a 20 ans maintenant, on apprenait qu'il y avait quelques genres de bactéries. On parlait des bactéries gram négatifs en termes généraux. On dirait que c'est des bactéries anaérobies qui vivaient sans oxygène. Et puis, on parlait de quelques bactéries qui posaient problème, comme le Clostridium difficile, mais ils n'étaient pas vraiment capables de savoir combien il y en avait. Est-ce que tu sais combien il y en a de types de bactéries? Alors, en fait, il y a trois grandes familles dans le microbiote intestinal qu'on appelle des Hmm. phyla, pour ceux qui ont fait du latin. Donc, c'est le pluriel de phylum, c'est le nom Hmm. des familles. Donc, il y a trois grands phyla qui sont les bifidobacterium, les lactobacillus et les Hmm. bactéroides. C'est pas facile à D'accord. dire. Ouais. Et donc, en fait, ces trois familles cohabitent en fonction des étages dans lesquels on se trouve dans le tube digestif. Ah. Alors, voilà, donc en fait, elles sont plus ou moins prédominantes en fonction de l'étage auquel on se situe. Alors, il Hmm. faut quand même préciser une chose, c'est que quand on parle du tube digestif, eh bien, le processus de digestion commence dans la bouche. Et ça, c'est très important. Et Ouais. c'est pour ça que le microbiote de la bouche compte beaucoup aussi. C'est Et pour que ça notamment, il faut mâcher, et il ouais, faut. et en fait, il faut ne pas considérer l'intestin qu'à partir de l'estomac ou des fonctions basses. Hmm. C'est dès la bouche, hein, l'intestin. Donc, en fait, une bonne digestion et un bon microbiote, ça se prépare dès l'entrée dans la bouche. Hmm. Parce qu'en fait, après, c'est un petit peu comme la pub du sucre. Il fut une année où il y a une cascade de dominos. Hmm. Tout se joue en cascade du haut vers le bas. Et ce Hmm. qui se passe en bas est totalement déterminé par ce qui se passe en haut. Donc les Donc, bactéries qui sont dans la bouche, c'est les bactéries qui ont l'habitude de vivre avec de l'oxygène. Et plus tu descends, moins elles vont avoir oui, c'est d'oxygène. anaérobie. Et c'est là que tu as des bactéries anaérobies. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, l'organisme s'est adapté en fonction de l'évolution de l'espèce. Mais Hmm. il faut quand même dire une chose, c'est que finalement, depuis les cavernes, on n'a pas tant évolué que ça. Hmm. Et donc, il y a eu l'apparition de l'oxygène sur la Terre qui a poussé les bactéries à évoluer et à passer du stade anaérobie au stade aérobie Ouais. en fonction de notre mode de vie. Donc, tout ça est très, très intéressant. Hein, j'allais dire, pour peu qu'on ait en plus, j'allais dire, une certaine spiritualité, il y a des fois, ça rend complètement mystique de se dire, mais comment ça s'est fait tout seul, ce truc? C'est Moi, j'avoue tellement que ça m'a... complexe, ouais. Moi, je me souviens, Ouais, c'est... quand j'étais en première année de médecine, on avait un professeur de biologie cellulaire
qui nous expliquait le fonctionnement de la cellule, le noyau, les mitochondries, toutes les Oui. protéines et tout ça. Et j'avais eu vraiment une crise mystique. Je me suis dit que c'était tellement parfait, tellement complexe et parfait, toutes ces molécules qui fonctionnent les unes avec les autres, que ça pouvait pas être le fait juste du hasard. Ah, c'est Et, juste dingue. ouais. On est à genoux devant la technologie et je le comprends, hein, mais quand on sait comment fonctionne le corps humain et tous les processus de cascade de métabolisme, d'enzymes, de micronutriments, et quand on voit comment on le maltraite en fait, Mmh. c'est un petit peu comme, vous savez, on fait attention à son écran, à son iPad, on dit ah touche pas, tu vas le casser. J'ai envie de dire aussi touchez pas à votre corps, vous allez le casser quoi. Donc c'est un peu mon message. Et quand on Mmh. découvre, oui, ça rend un peu, ça fait poser des questions fondamentales. Enfin pour moi en tout cas. Et toi aussi, Ouais. j'ai l'impression. Et alors, donc ce microbiote Oui. intestinal, donc toutes ces centaines de types de bactéries divisées en trois grandes espèces, ça fonctionne un peu comme le compost de notre organisme, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc en fait, juste je rajoute un détail par rapport à tout à l'heure. Donc il y a deux grands mondes de bactéries. Il y a les bactéries pathogènes, c'est celles qu'on ne veut pas. Mmh. Donc c'est le monde de la maladie. Et il y a les bactéries en fait commensales, donc qui mangent à la même table que nous, littéralement, ça veut dire, hein, du point de vue Mmh. étymologique. Et donc qu'on abrite. Et donc ces bactéries commensales, voilà, c'est un peu notre compost. Mmh. Et tout ce qu'on commence à ingérer donc depuis la bouche, hein, Mmh. puisqu'il y a un pré-travail de digestion, on a tous fait ce petit travail pratique à l'école du morceau de pain qui se digère avec la salive. Mmh. Eh bien, déjà, il y a des enzymes qui commencent un petit travail dans la bouche, et tout ça, ça se poursuit le long du tube. Mmh. Et il faut savoir que le microbiote arrive en bout de chaîne. Et en fait, le microbiote, c'est phénoménal. C'est plein de petites bactéries qui s'occupe notamment de toute l'assimilation des vitamines, des micronutriments. Elle joue en fait la garde triage. Vous savez, c'est un peu comme Mmh. les poubelles où on jette bleu, jaune, vert. Eh bien, les microbes font pareil dans le tube digestif. Ils décident de Mmh. ce qui est bon et de ce qui est mauvais. J'ai Donc, j'ai une étude très intéressante où ils ont une série d'animaux qui sont dénués de microbiote, qui n'ont pas de bactéries dans leur tube digestif. Et là, ils ont besoin de 30 fois plus d'aliments pour réussir à fonctionner en termes d'énergie. Donc vraiment, oui, les bactéries, elles vont nous aider à mieux métaboliser tous les nutriments qu'on prend et à conserver cette énergie. oui, tout à fait. En fait, il y a énormément de travaux sur ce qu'on appelle des souris axéniques. Axéniques, c'est ils sont Mmh. complètement dépourvus de microbiote. Et en fait, on arrive maintenant, et c'est la médecine dans ce moment qui est en train de se faire, hein. Mmh. Il faut savoir quand même que la clinique Cleveland aux États-Unis, qui fait les lois en matière d'innovation médicale, il y a 2 ans, a mis au numéro 1 toutes les découvertes qui vont se faire à partir du microbiote en termes de médecine. Et donc, Ouais. tout ça pour dire qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait moduler, et quand je dis moduler des maladies, je ne parle pas que du métabolisme du sucre, hein, ou de la Mmh. nourriture. Je parle du psychisme notamment. Mmh. Donc Mmh. moi, je suis très très concernée par les maladies du psychisme parce que c'est quelque chose qui m'a affectée dans mon entourage et sur lequel j'ai voulu m'intéresser. Mais Mmh. en fait, quand on va découvrir tout ce qu'on peut faire à partir de la modulation du microbiote, voilà, je pense que c'est vraiment les années qui nous attendent, même si certains vous diront que ça fait 20 ans qu'ils sont dessus, hein. Mais là, Oui, ça émerge. mais 20 ans, encore une fois, moi j'essaye de revenir à ce que j'ai appris. Il y a 20 ans, on parlait pas de tout ça, ou très très peu. Non. Il y a 10 ans, on commençait à en entendre parler, et puis tu savais pas très bien est-ce que c'est du charlatanisme ou pas. Souvent, moi, je fais partie des médecins classiques, et quand j'essayais de rapprocher par rapport à mes connaissances, j'avais l'impression que ça s'approchait un peu du charlatanisme. Et puis, les nutritionnistes, pour moi, c'était essentiellement des gens qui servaient à faire maigrir. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a une vraie science derrière tout ça, que le génie génétique a permis de séquencer toutes ces bactéries et que vous êtes en train de développer une véritable nouvelle médecine sur laquelle Oui, des médecins comme moi sont totalement ignorants. Parce que ça oui, va c'est la tellement vite. médecine. C'est un peu comme, les nouvelles sciences de rajeunissement du visage, les nouvelles techniques d'injection et tout ça qui, en 5 ans, révolutionnent notre façon de traiter et de prévenir le vieillissement. Pour la nutrition, il y a une science qui se développe à vitesse grand V sur laquelle on a vraiment besoin de se former. Ah oui, alors moi, c'est bien simple, hein. J'ai fait ma pharmacie il y a maintenant 25 ans. Mm. J'ai pas eu un cours sur les vitamines, sur les compléments alimentaires, sur l'intérêt des enzymes plutôt qu'une autre. Mm. Et j'avoue très humblement que je repars de zéro alors que je suis déjà diplômée et 20 ans de métier. Donc, Ouais. et quand je découvre ce que certains savent, je me dis, mais comment a-t-on pu rester tant de temps sans savoir ça, sans nous en parler? Donc, ouais, c'est fabuleux.
Alors, qu'est-ce que donc dans les grandes découvertes que tu as faites, des choses que tu as vues et qui t'ont vraiment marqué. Quand on en parlait ensemble, tu me parlais notamment de l'interaction entre notre microbiote, qui va donc les bonnes bactéries qui vont nous aider à capter les aliments, les mauvaises bactéries qui nous posent des soucis et contre lesquelles il faut qu'on se défende, et puis le rapport avec l'inflammation du corps. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Alors, en fait, donc comme j'expliquais tout à l'heure, le microbiote joue un peu un rôle d'usine de déchetterie et de Mhm. retraitement des déchets, et donc est au poste terminal de dire ça on garde, ça on jette. Et en fait, il faut pas oublier que le microbiote fait partie d'un ensemble, d'un Mhm. écosystème qui s'appelle la Mhm. barrière intestinale. Et donc, comme je disais la dernière fois, le microbiote joue un peu comment dire, au niveau d'une digue, comme au bord d'une plage avec du sable, du ciment. Donc voilà, on Mhm. consolide une digue. Le microbiote, en fait, est installé sur la digue que représente la barrière intestinale Mhm. et peut envoyer des messages. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans notre corps, les organes ne fonctionnent pas entre eux en Bluetooth, hein, ça n'existe pas, mais ils Ouais. fonctionnent par. Ouais, c'est magique comme machine. Il n'y a Mhm. que des messagers chimiques qui vont d'un Ouais. organe à l'autre et qui disent, eh oh, t'as pas fait ton boulot, ou alors qu'est-ce que t'attends, moi j'ai fait le mien et t'as pas fait le tien. Mhm. Donc en fait, il faut que et ça, le microbiote produit des messagers chimiques Mhm. par la manière dont on le traite. Donc Mhm. évidemment, s'il est en comptant en super forme, il dira au cerveau, c'est bon, j'ai produit tout ce qu'il fallait. Et Mhm. si le microbiote commence à être en souffrance, il se met au repos, hein, il Ouais. reste confiné, Il même reste si on fait confiné, du. d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, il se met en mode veille et malheureusement, c'est là que certains autres organes commencent à ne plus aller. D'accord. Et souvent, par exemple, je pense aux pathologies thyroïdiennes, hein, même si ça n'est pas ma spécialité, moi je suis plus Mhm. sur le better aging, mais même pour le renouvellement cellulaire, la peau, l'hormone de croissance et tout ce qui est du domaine du psychisme, puisqu'on est Mhm. en train de parler de l'avènement des psychobiotiques, Mhm. eh bien le microbiote joue un rôle fondamental en sécrétant des messagers chimiques qui vont D'accord. donner à chacun le top départ pour se mettre en œuvre. Donc D'accord. voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, Plus d'autres qu'est-ce que c'est éléments au niveau de l'intestin. d'accord. Et comment ça fonctionne par rapport à l'inflammation du corps? Quand tu as quand tu as une inflammation intestinale et l'inflammation au niveau des organes, tu as des gens qui ont par exemple de l'arthrose ou des choses comme ça. Est-ce que tu... Alors en fait, il faut savoir que 70% de notre immunité est concentrée dans l'intestin. Donc Mhm. ça aussi, pour moi, c'était une découverte après coup absolument phénoménale. Et Mhm. pourtant, j'ai eu les meilleurs profs d'immuno qui soient, parce que je suis de la fac de Montpellier et qui sont leaders en la matière. Mais vraiment, le microbiote, en fait, une fois de plus, donc dans son rôle de triage et un petit peu de douane, Mhm. en fait, donne des influx chimiques pour sélectionner des populations lymphocytaires. Donc, Ouais. il y a plusieurs, je ne vais pas vous faire un cours sur les lymphocytes, mais il y a plusieurs familles de lymphocytes. Mhm. Et en fait, là, il se produit un phénomène conjugué à la fois du microbiote qui dit à une population, voilà, vas-y, rentre en scène. Mhm. Et pour peu que de l'autre côté, la porosité de l'intestin, parce que l'intestin est un tube, un peu comme un tuyau Mhm. d'arrosage, et si vous faites des trous dans le tube, l'eau s'en va. Eh bien, dans Ouais. l'intestin, c'est pareil, il peut se passer de manière concomitante et un microbiote qui commence à mal aller et Mhm. qui donne des messages qui sont pas les bons, et parallèlement, un tube digestif qui commence à devenir poreux sous l'effet, comme par hasard, de tous nos modes de vie, et notamment d'un sucre ou d'un stress excessif. Et donc, quand vous cumulez les deux phénomènes du microbiote qui commence à envoyer des messages pro-inflammatoires, Mhm. en mettant, en faisant un peu comme des armées qui sont à l'arrêt, hein, Ouais. et qui se mettent, voilà, c'est Charles de Gaulle dans le port, hein, et donc on lui dit, vas-y, il y a la guerre, il faut partir. Eh bien, le Mhm. microbiote dit aux populations lymphocytaires, c'est bon, allez-y. Sauf que quand il ne va pas bien, il met trop en branle ces populations. Et en plus, il y a des messagers inflammatoires qui sont aussi activés par la porosité de l'intestin. Et Mhm. donc, quand on cumule les deux phénomènes, sous l'effet de tout ce que j'ai expliqué, eh bien, il y a des populations lymphocytaires qui commencent à trop travailler, qui Mhm. s'exacerbent, comme on dit, et qui Mhm. deviennent pro-inflammatoires et qu'on n'arrive plus à contenir. Et c'est Est-ce le que c'est ce problème qui se passe? notamment. Est-ce que c'est ce qui Oui. se passe par exemple dans des maladies comme le diabète? Alors, en partie, oui, bien sûr, parce qu'on Mhm. on travaille la piste immunitaire dans le diabète, en se demandant s'il n'y a pas une inflammation du pancréas. D'accord. C'est ce qui se passe aussi dans toutes les maladies de peau, hein, bien sûr, auto-immunes, qui Mhm. sont en plein essor. Et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas autant que ça de psoriasis, de vitiligo. Mhm. Bon, tu parlais des maladies inflammatoires intestinales, hein, les fameuses MICI, Mhm. et Crohn-like et tout ça.
Mais en fait, c'est parce que c'est vraiment des pathologies civilisationnelles, comme on dit. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dérégulation des populations lymphocytaires qui doivent être modulées. Et ça, Mmh. c'est tout le but aussi des apports alimentaires, parce qu'on peut moduler ces… Alors, il y a aussi des supplémentations qui doivent se faire, faut être honnête. Mais en fait, la dérégulation des populations lymphocytaires et en fait, elles deviennent complètement faux-folles et elles réagissent au moindre stimulus de Et manière ça, c'est complètement dérégulée. Et ça, c'est parce que depuis ces 30, 40 dernières années, on mange de moins en moins bien. Tu dis qu'on a besoin de supplémentation. C'est nécessaire de supplémenter, de prendre des vitamines et des compléments alimentaires quand on a Alors, une alimentation ouais. variée. Alors effectivement, je suis voilà, d'ailleurs je vais communiquer en ce sens parce qu'il faut quand même Mmh. déjà commencer par la base. Avant de Mmh. se supplémenter, ça sert à rien de se supplémenter si on mange pas bien. Ouais. Donc c'est pour ça que je commence vraiment par la base qui est de rectifier son alimentation. Mais Mmh. je vais être honnête. En fait, avec l'agriculture intensive, je lisais un article l'autre jour sur les Indiens, les pauvres, qui ont dû passer en agriculture intensive pour voilà sustenter la masse Mmh. démographique qu'ils représentent. Et en fait, ils sont en train de développer des cancers qu'ils n'avaient pas autrefois. Eh Ouais. bien, nous, c'est exactement pareil. Quand vous regardez les films des Américains, vous savez, dans les années 60, du temps Mmh. d'Elvis Presley, les gens étaient Mmh. minces. Et Mmh. en fait, on s'aperçoit maintenant que sous l'effet de l'industrialisation, de la fast-food comme on appelle, parce que c'est Mmh. vrai que, disons aussi ce qui est, les femmes sont venues au travail, que la cuisine Mmh. n'est plus devenue essentielle. Mmh. Moi-même, hein, c'est compliqué de faire à manger, d'être parfait partout. Donc en fait, on est allé vers des solutions qui vont vite, qui Mmh. sont gavées de sucre. Parce Mmh. que, comme j'explique sur mon Instagram aussi, il faut que ça donne de la texture, il faut que ça donne du plaisir vite quand on mange. On est dans une Mmh. société du vite et du très sucré. Et tout ça, en fait, a fait émerger, et puis il y a aussi la sélection de végétaux qui doivent pousser plus vite, qui doivent être plus Mmh. résistants. On mange Et moins, dans ouais, notre assiette, on a beaucoup moins de végétaux que nos grands-parents. Ils mangeaient complètement. c'était beaucoup plus varié. Ils mangeaient en fonction des saisons. Tu avais les Oui. végétaux des saisons, alors que maintenant, on se concentre tous sur les 4-5 végétaux avec lesquels qu'on a l'habitude de cuisiner. Et aujourd'hui, il faut être honnête, une Mmh. pomme, pour apporter la vitamine C qu'on trouvait dans la pomme de mon enfance, il faut en manger 10. Ah oui. Donc, déjà, quand on mange pas très bien, on risque pas d'avoir, parce que Mmh. quand on mange bien, on a déjà que 1/10 de ce qu'il faudrait. Donc, effectivement, la supplémentation est inéluctable. Mmh. Parce que de toute manière, on le voit avec l'émergence des pathologies, il y a quelque chose quelque part. Et à un moment donné, l'allopathie ne peut plus tout. Il y a des médicaments qui fonctionnent plus. Il y Mmh. a trop de malades laissés en souffrance qui vous disent, ben oui, le médecin n'a pas trouvé ce que j'avais. Et en fait, tout ça, c'est des problèmes juste de cascade de réactions qui Mmh. doivent être donnés un petit coup de pouce passé un certain âge. Et Et on alors, peut commencer très tôt, hein. par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire comme supplémentation? Qu'est-ce que tu conseilles comme supplémentation Alors, en pour un supplémentation, il y a individu, vraiment, un ouais, individu lambda? Pour moi, par exemple. il y a, ouais, il y a le package de base, j'allais dire, hein, Mmh. vraiment le pactage de départ. C'est vraiment des oméga 3. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je parle beaucoup, je communique beaucoup. Et ce week-end, je ferai une petite vidéo sur les huiles, hein. Mmh. Donc je vous invite à la suivre parce que la problématique des huiles et des acides gras est assez complexe. Mais une fois qu'on Mmh. a compris que c'est bien schématisé, voilà, je m'essaierai à ça. Il faut pas Du faire que manger, il magnésium. faut pas que manger du poisson. Enfin, il faut pas manger que du Il faut en saumon. manger beaucoup, hein. Il faut On n'en manger mange jamais beaucoup. trop. Il faut Des savoir lequel. sardines, des sardines, Ouais. c'est ça? Vous Des verrez mon sardines post ce d'huile. soir, justement. On est Ouais. notre post de ce soir. Donc, il y a les oméga 3, le magnésium, Mmh. et pas dans sa forme forcément la plus classique, la plus connue. C'est vrai que le sel du magnésium, donc il faut apprendre à lire les sels qu'il y a devant le mot magnésium. Si Mmh. c'est un tartrate, un citrate ou un bisglycinate, en gros. Mmh. Tout le monde n'est pas chimiste, mais j'explique que ce mot devant a toute son importance parce que beaucoup de gens disent, ah, moi je le prends pas, ça me fait mal au ventre. Mmh. Donc ça existe aussi des formes qui sont beaucoup mieux supportées, il faut les connaître. Bon, pour ceux qui ont le courage, boire de l'eau magnésienne, c'est super bon. Mmh. Voilà, il y en a sur le marché qui sont très connus, avec un nom qui commence par un H, hein, voilà. Donc si vous aimez cette eau, si vous arrivez à la boire, vous avez un très très grand bénéfice en boire 1 litre par jour. Mmh. Donc, et puis tout ce qui est vitamine D, oui, voilà, la vitamine D est Ouais. super super importante. Pour la Et dépression, hein, la dépression hivernale, pour le moral, on sait que c'est des choses pour tout. importantes. Pour tout. Alors la vitamine D, il faut se Mmh. dire qu'elle nous a été présentée dans le métabolisme de l'os, Mmh. mais en fait, à la base, c'est un immunomodulateur.
Et D'accord. justement, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, où il faut un peu contrer ces chevaux fous que deviennent les populations lymphocytaires, Mm. la vitamine D est un excellent immunomodulateur. Et c'est pour ça qu'en des temps pareils où il y a une telle peur de tomber malade, Mm. déjà quand on n'est pas sous vitamine D, on a déjà voilà, quelque chose d'essentiel qui manque Mais pour nous. la vitamine D se prend, enfin moi la façon dont je la prends, je prends ça généralement 1 à 2 fois dans l'hiver. Je fais une ampoule de vitamine D et normalement c'est un traitement pour 3 mois. C'est pas des supplémentations quotidiennes que tu fais en vitamine D. Ou est-ce que je me trompe? Et Alors comment là, est-ce je que vais tu casser gères le la mythe. provenance? Parce que je sais qu'il y a des questions sur la provenance de la vitamine D. Normalement, c'est une Alors, vitamine qu'on doit métaboliser avec le soleil, si je me souviens bien, pour qu'elle soit oui. transformée en vitamine D, puis vitamine D3. Alors, je vais casser un mythe là, Ouais. et vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment le fruit de tout ce que j'ai appris. Et Mm. quelle que soit l'école, voilà, qu'on suit, les gens s'accordent à dire ça pour ceux qui s'y Mm. intéressent vraiment. La vitamine D, donc prise en one shot au début de l'hiver, en Mm. fait, elle est stockée dans le tissu gras, la vitamine D. Mm. Donc, en fait, si on n'en prend qu'une ampoule au début de l'hiver, on l'élimine directement. Elle ne passe pas dans les circuits dans lesquels il faudrait qu'elle passe. D'accord. Et Ok. en fait, bon, bah, ça marche dans les jours qui suivent, mais ça ne sert Mm. strictement à rien. Donc, je Mince. suis désolée, Merde. j'espère pas. Moi, j'avais lu la notice, tu vois. Non, C'était une erreur dans la notice. voilà. Alors, la vitamine D, bon, j'espère pas me faire zigouiller à la suite de cet Instagram, mais la vitamine Mm. D, ça rapporte pas grand-chose, il faut dire ce qui est. Ça Mm. n'intéresse pas beaucoup les industriels. Mais en fait, il faut passer en vitamine D3 naturelle. Mm. Donc, effectivement, il y a des craintes par rapport à la vitamine D sur sa provenance naturelle, synthétique. Mm. Parfois, il est marqué synthèse, mais le mot synthèse en pharmacie, quand vous faites un gâteau, vous synthétisez un gâteau. C'est un mot un peu chimique pour dire qu'on Mm. fabrique quelque chose. Donc, il ne faut D'accord. pas avoir de mot synthétique parfois. Mais en tout cas, la vitamine D3 naturelle, quand elle est spécifiée comme telle sur l'emballage, est sans crainte. Et Mm. alors, ce qui est vraiment la nouveauté et qui est vraiment du domaine du better aging, Mm. de l'immunomodulation, alors, après, je parlerai du soleil, hein, mais Mm. déjà, c'est qu'il faut augmenter les doses et il faut en prendre tous les jours. Ah! Il faut tous les jours de votre vie, Ah! toute la famille. Ok. Et il Tous faut les quand jours même de ta savoir. vie, tu en Oui. fais, c'est. Ah ouais, d'accord. Alors, j'allais dire mon expérience perso et mon proche entourage à qui je l'ai Mm. conseillé. Déjà, ça joue aussi. Alors, je vais annoncer quelque chose de sympa. Ça joue aussi sur le métabolisme du gras. Mm. Donc, on ne peut pas mincir si on n'est pas sous vitamine D. Donc, Ah! quand on ne connaît pas tous ces processus, parce que ça, vraiment, ça intervient, je peux pas C'est dire une toute la phrase forte, biochimie. c'est une phrase forte ce que Ouais. tu viens de dire. On peut pas mincir si on n'est pas sous vitamine D. Ouais. Il faut de la vitamine D, c'est magique comme produit. On ne peut pas D'accord. ne pas tomber malade tout le temps si on n'est pas sous vitamine D. Mais D'accord. vitamine D quotidienne à haute dose. Et tu Donc, n'as pas de risque de surdosage. non, le risque de surdosage, vraiment, il faudrait avaler 3 flacons d'affilée. Mais D'accord. alors, ce que je vais dire là est un message, je tiens à le dire, très disruptif, hein, puisque c'est le mot à Mm. la mode. Moi qui suis un enseignement voilà dans une grande faculté de médecine de Paris, vous aurez des gens convaincus qui vous disent mais qu'est-ce que tu racontes? Donc je tiens bien à le préciser. Mm. C'est une limite, un courant de pensée, un mode de pensée Mm. auquel j'ai décidé d'appartenir et de prendre ce tournant-là. Mm. J'allais dire rien que sur moi, sur mon entourage, tout le monde me dit Mm. mais c'est fabuleux ce produit, je me sens beaucoup mieux depuis. Mm. Ça joue sur le mécanisme de la fatigue. Mm. Ça immunomodule en fait toutes nos populations lymphocytaires. Mm. Ça joue dans plein de mécanismes. Et s'il n'y a pas de vitamine D, c'est un peu comme de faire de la farine sans un gâteau sans Donc, farine. donc, il faut prendre de la vitamine D3 d'origine naturelle. C'est Oui. ça. Et donc, ça, c'est des trucs que tu trouves. C'est des comprimés, c'est une ampoule. Comment est-ce que tu. Alors, tout pharmacien, moi, ce que je vous encourage aussi, c'est à choisir un pharmacien qui fait de la micronutrition. D'accord. Vraiment, je reste très déontologique dans ce que je dis. Chacun a sa Mm. spécificité. Il y a des pharmaciens qui sont très bons en orthèse, d'autres en contention. Il y en Mm. a dont la spécialité, c'est la micronutrition. Et c'est vrai que vraiment la micronutrition est une merveille et les vitamines D proposées par les laboratoires de micronutrition, voilà, sont de toute confiance. Donc Ok. il faut se suppléer quotidiennement. Mm. Euh, alors la prendre en phase huileuse. Alors moi je préfère quand c'est en phase d'huile d'olive, j'avoue. Mm. Il y a certains labos qui la proposent en gélule, il y en a pas beaucoup, c'est très dur à trouver, mais bon, on va dire que si vous supportez le goût de l'huile d'olive, tant pis si c'est au petit déjeuner. Il faut la prendre à jeun le matin. Mm. Et puis, il faut aller dans des quantités, mais vraiment complètement différentes de ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire que moi, actuellement, je prends 5000 UI de Mm. vitamine D par jour. D'accord. Voilà. Et ça, en fait, c'est 1000 UI par 10 kilos de poids.
1000 UI par 10 kilos de poids. D'accord. Voilà. Ah ouais, Ça, ça, c'est une bonne référence tous les jours. Et toi, tu la prends donc sous forme une cuillère. Tu prends des cuillères d'huile des gouttes. des gouttes. Des gouttes. Tous D'accord. les jours dans la bouche, je donne ça à toute ma famille. Le matin à jeun au petit déjeuner. Voilà. Alors ça, c'est un point de vue belge, très exactement, de quelqu'un qui est Ouais. un leader d'opinion en Belgique, parce que les Belges sont très très bons là-dedans. Ils font Ouais. très bien les frites, mais ils font très bien la micronutrition pour rattraper ça derrière. Ouais. Et en fait, donc ça, c'est un point de vue, j'allais dire maximaliste, mais qui est tout à fait envisageable sans danger. Et je prends un risque en le disant, hein. Sinon, j'allais dire une dose d'entretien. Il faut frapper fort au départ. Donc, il y a même des écoles qui disent 100 000 UI chaque jour, pendant 15 jours, quand on retrouve des femmes avec des tableaux cliniques, ou des hommes hein, d'ailleurs, de fatigue, d'épuisement lié au stress. Vous savez, l'émergence de tous ces burn-out qu'on voit actuellement. C'est vrai que la vitamine D a des bienfaits insoupçonnés, entre autres. Et donc, il peut y avoir une phase d'attaque. Mais en tout cas, en entretien, il faut un minimum 2000 UI par jour. D'accord. 1000. Chez les salauds, chez tout le monde. Hein. Ouais. 1000 UI par jour. Alors, 2000. 2000, d'accord. 2000 minimum. Ok. Et 1000 UI par 10 kilos de poids. Donc, vous faites 70 kilos. Vous pouvez monter jusqu'à 7000. Ok, compris. Alors, mais vous trouverez des écoles qui vous disent non, moi je reviens à 4000 en entretien ou à 2000. Toujours est-il que le coût de l'ampoule une fois au mois d'octobre, ça ne sert strictement à rien. Ok. Voilà, et donc, tu as il y a des contre-indications. Est-ce que des maladies inflammatoires des intestins, des rectocolites hémorragiques ou des maladies comme ça sont des contre-indications ou au contraire, ça ne peut que les améliorer? Au contraire. Au contraire. Au contraire. On ne peut pas faire de mal en se suppléant en vitamine D. Surtout, voilà, on se prépare nos vieux jours. Vraiment pour les ados, c'est un très très bon moyen, voilà, d'améliorer la croissance. Et surtout, c'est un immunomodulateur. Et vous voyez bien qu'en ce moment, le drame avec le Covid, bien que je ne sois pas immunologue, spécialiste, infectiologue, mais quand même, bon, l'infection m'a animé pendant Bah près si, de 20 oui, ans. je veux dire, à la clinique, tu es la spécialiste des infections, justement, on a toujours affaire à toi. Donc, ouais, mon métier, c'est la prévention de l'infection à la base. La prévention de l'infection, bien sûr. Ouais. Voilà, la prévention, et c'est pour ça. Donc, d'ailleurs, je rappelle que hier, c'était la journée mondiale d'hygiène des mains et que personne n'en a parlé. Si, j'en ai parlé sur mon Instagram parce que j'étais me faire pardon, oui, c'est vrai, pardon. Tout à fait. Je suis pas allée jusqu'au bout, pardon. Je me suis lavé avec du sérum. C'était très intéressant. J'en ai parlé, oui. Et je me suis lavé avec du sérum hydroalcoolique dans lequel l'infirmière hygiéniste avait mis des particules fluorescentes. Et c'était j'ai vu ça. Ouais, c'était très intéressant parce que du coup, après, on se mettait dans le noir et on voyait est-ce qu'on avait bien mis, tu vois. Et alors, par exemple, on voyait très bien que les infirmières qui mettaient du vernis sur les ongles, eh ben, ça allait pas. Et tu voyais très bien que vraiment, en fait, se faire un lavage hydroalcoolique, c'est pas si simple que ça. Comment tu le sais bien, nous, tu étais là à nous faire des boîtes de pétri au bloc opératoire pour voir si on avait bien tout nettoyé. Et donc, en fait, effectivement, il faut bien nettoyer ses mains avec le sérum hydroalcoolique dans les écarts et tout ça. C'était très intéressant, ce truc-là. Oui, mais quand je dis journée mondiale, c'est-à-dire que cette journée, elle existe depuis plus de 20 ans. Et l'OMS, tous les 5 mai, normalement, on doit faire une animation dans chaque hôpital de France et chaque clinique pour parler de l'hygiène des mains. Mais c'est bon, voilà. Ceci dit, en passant. Ça barbait tout le monde et ben, on se rend compte à quel point c'est vraiment important. Ouais. Et même Emmanuel Macron se met à en parler. Donc là, vraiment, pour moi, c'était une journée jubilatoire hier. C'est bien. Voilà, chacun ses domaines. Donc, je reviens à nos moutons. Donc, c'est vrai que l'infection, c'est ce qui m'anime. Et donc, la vitamine D, c'est un immunomodulateur. Et par les temps qui courent, notamment, on a tous la trouille du Covid, hein, j'allais dire, on se demande vraiment quoi, comment, qu'est-ce que je dois faire. Déjà, prendre de la vitamine D, ça permet d'éviter, je vais reprendre cette image des chevaux fous, de lâcher, voilà, les chiens que sont les populations lymphocytaires complètement dérégulées. Donc voilà. Tu as dit qu'on pouvait prendre chez les adultes, chez les enfants, qu'il n'y a pas de contre-indication connue. Chez les petits-enfants, c'est un intérêt. Moi, mes enfants, 5 et 7 ans, sont trop petits. Non, il faut. Tout le monde, il faut mettre tout le monde sous vitamine D, puisque même les pédiatres le prescrivent au début de l'hiver. D'accord. Alors, je vais parler aussi du soleil dans la vitamine D. On nous dit que le mythe, c'est d'être au soleil et qu'on fabrique de la vitamine D. Ça aussi, c'est oublié. Je crois que même à vivre sous les tropiques toute l'année, on fabrique pas le dosage. Oui, d'ailleurs, tu as plein de dépressifs sous les tropiques. Hein. C'est pas. Ouais. Voilà, et ça marche aussi sur le psychisme, hein, bien sûr. Ça permet toute la synthèse améliorée des neurotransmetteurs. Donc, c'est un produit qui est fabuleux et qu'il faut redécouvrir.
Mais c'est sûr que ça n'est pas un blockbuster et ça ne fait pas, Oui, voilà, on va pas devenir, aucun laboratoire va gagner beaucoup de sous avec ça parce que ça coûte pas, voilà. Et donc ça, c'est très intéressant. Tu vois, j'avais pas, j'avais mes notions sur la vitamine D étaient fausses. Et moi aussi les comme quoi miennes. la médecine n'arrête pas de changer. Et c'est comme en esthétique, hein, les gens qui se mettent pas au goût du jour, ils restent sur des vieux schémas. Et puis après, tu te retrouves avec des femmes qui ont l'air monstrueuses parce qu'ils ne se sont pas mis au goût du jour. Donc là, il y a la vitamine D qui est très intéressante. La vitamine C, c'est une vitamine bien sûr importante à suppléer. Oui, alors la vitamine C, c'est très très intéressant parce que ça permet, en fait, c'est un cofacteur, comme on dit. Mm, Donc, par exemple, l'absorption du fer, elle se fait mieux en présence de vitamine C. Et mm, c'est là, en fait, où il y a une intercurrence entre tout un écosystème qui est la population bactérienne de la flore, l'état de votre intestin, la mm, présence de micronutriments. Donc, tout se fait un creuset comme ça de potentialités. Et il mm. suffit qu'il manque un élément pour que tout soit patatras. D'accord. Donc, c'est là où vraiment il faut avoir une composition assez équilibrée. Mm. Oui, du mode de vie. Alors, je dis pas qu'il faut être orthorexique, vivre monacalement, mais à un moment donné, il faut voir les répercussions sur la santé. Il faut savoir ce qu'on veut pour plus tard, hein. Moi, voilà, j'ai pas envie d'être malade tout le temps. J'ai pas envie de vivre le Covid terrorisé. Bon, je me donne un maximum de chance, on va dire, hein. Il faut mettre toutes les chances de son côté, voilà. Oui, Donc, la vitamine C, on peut pas tout contrôler dans notre vie, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux influer et tu peux oui, influer, tu peux clairement influer sur ce que tu manges, sur l'exercice physique que tu fais, dans une certaine mesure sur ton apparence, mais et puis après tu peux pas, voilà, il y a des maladies qu'on peut pas contrôler. oui, Mais oui. ça, l'alimentation, c'est clairement un élément sur lequel on peut agir. Oui, comme je vais employer une image, on a le doigt sur l'interrupteur, hein. Mm. Donc après, charge à nous de savoir quel chemin on veut prendre. Voilà, c'est un petit peu, est-ce qu'on veut que la balle passe le filet ou est-ce qu'elle reste avant, hein. C'était le sujet d'un beau film de Woody Allen. Ouais. Voilà, charge à nous, hein. On a le doigt sur l'interrupteur. Il faut préparer notre futur. Mm. Alors, bien évidemment, il y a la fatalité parfois. Ah oui, Il y a bien sûr. quelqu'un qui est absolument fabuleux, qui œuvrait comme moi je le fais, c'est David Servan-Schreiber. Mm. Malheureusement, il est mort d'une tumeur rarissime. Bon, bah, ça n'empêche pas. Je dis pas qu'on va éviter toutes les maladies. Je Mm. dis que, en tout cas, il y a un bon nombre de maladies civilisationnelles. Je pense au cancer du côlon, par exemple. Mm. Mm. Et par contre, si vraiment certains ont des formes, parce qu'en médecine, il y aura toujours la forme hyper atypique, orpheline, vraiment liée à la fatalité. Mais le Mm. cancer du côlon, s'il y a bien un cancer qui est évitable, normalement, c'est celui-ci. Mm. Donc voilà, on a le doigt sur l'interrupteur. Et donc l'ensemble, donc pour revenir à la vitamine C, beaucoup par exemple ont peur d'elle parce que elle peut faire mal à l'estomac. Mm. Donc il y a des formes formulées, des galéniques qui permettent justement d'atténuer son côté acide. Mm. Maintenant, il ne faut pas se la suppléer à haute dose sans être accepté. La Oui, vitamine C, c'est ça. ouais, Il y a une question, il y a une toxicité oui, potentielle si tu en prends trop. C'est pas un bonbon que tu peux prendre non, non. Au voilà. contraire Donc de la vitamine D3, où là, la oui, vitamine D3, il n'y a pas de risque de surdosage, mais par contre, oui, la la vitamine C, vitamine oui. C. Mm, Alors en fait, la vitamine C, elle est très intéressante, notamment justement dans les contextes de maladie, quand on va pas bien. Là, on peut vraiment prendre de la vitamine C toutes les 2 heures. Vous voyez, quand vous êtes souffrant, mm, ça vaut le coup. Après, il faut pas le faire toute l'année, tout le temps. mm. Et à la limite, pour le coup, c'est vrai qu'une orange pressée, un kiwi, Ça ça suffit. apporte quand même son. Voilà, ça peut être pas mal. Il y a pas, c'est pas une obligation de se suppléer en vitamine C. La Est-ce qu'il y a un vitamine D, en autre, revanche, donc là, on a parlé vitamine D, vitamine C. Est-ce que tu as un autre truc très important, oméga 3, bien sûr, et il y a autre chose qui est important à suppléer dans notre alimentation? alors là, c'est le package, j'allais dire, micronutriments exogènes, c'est-à-dire Mm, on prend des suppléments. Alors voilà, on prend des compléments. Dans l'alimentation, oui, il y a beaucoup de choses, mais j'allais dire, c'est surtout manger des fibres. Voilà, les mm, fibres. Alors ça, les fibres, ça met tout le monde d'accord, même les sectes. mm. Qui que vous soyez, quel que soit votre courant, votre Même les tendance, orthorexiques hyper. Ouais. même les véganes, les végétaliens, hein, même les sectes sont d'accord. Il faut Mm, que par jour, attention, restez assis, il faut avoir 20 à 30 grammes de fibres dans son assiette chaque jour. ouais, Parce que les fibres, c'est la brosse à dents de l'intestin. ouais. Donc, Et dites-vous attends, bien 20 ou que, 30 grammes, quand tu me dis 20 ou 30 grammes, moi, ça me fait pas peur. 20 ou 30 grammes, c'est un petit volume, mais ça représente combien dans ton assiette? Quand tu dis que ça fait peur, c'est quoi? C'est une grosse assiette?
de Ah oui, fibres? parce qu'en fait, il y en a certains qui mangent pas de fibres de la journée. Hmm. Donc les fibres, c'est pas la salade, par exemple, hein. Je parle des fibres type haricots, brocolis, blettes. Et c'est vrai qu'il Ouais, y en a pour qui mettre du verre dans l'assiette, c'est un peu compliqué. d'accord. Donc pour ceux pour qui c'est compliqué, parce qu'il y a aussi la problématique de la digestion. Et ça, Hmm. c'est tout un champ qui fait qu'après il y a des spécificités. Il y a des personnes malheureusement qui ont beaucoup de mal avec les fibres et qui en Hmm. souffrent, Hmm. parce qu'il faut revoir dans l'ensemble. Et ça, vraiment, j'incite les gens à consulter voilà, des médecins micronutritionnistes, parce que c'est tout un domaine. Et moi, je me consacre plus au better aging. Hmm. Euh, mais pour les fibres, si vous le supportez, c'est pour ça que je dis bien si vous supportez, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais Hmm. si vous n'avez pas la chance de supporter les fibres, c'est qu'il y a un autre problème ailleurs. Donc Ouais. rien que ça doit être vous alerter. Et je vais parler de choses qui sont pas très glam pour Instagram, mais clairement, hein, s'il y a des phénomènes de flatulence, de ventre Hmm. gonflé, toutes ces problématiques, il faut pas rester seul avec ce truc en se disant c'est l'angoisse, j'arrive plus à contenir mon ventre. Hmm. Tout ça, c'est qu'il y a un problème intestinal plus profond et il faut prendre cette voie-là de médecine pour le soigner. Donc les fibres, j'y reviens, c'est présent dans plein de choses en fait. Hmm. C'est marrant Vas-y, ce que tu veux. tu dis, ça me fait penser tout à coup à quand j'étais, tu sais, quand j'étais interne en chirurgie digestive, tu rentrais dans la chambre des malades et la première chose que tu leur demandais, c'est est-ce que vous avez eu des gaz? Oui, Et c'était, alors si on disait, bah, il y en a pas, on s'inquiétait parce que ça voulait dire que le transit n'avait pas repris. Et dès que tu avais un gaz, ça veut dire que c'était génial, ça voulait dire que, que ça marchait. Mais donc tu es en train de nous dire que normalement, un fonctionnement digestif qui fonctionne bien, tu dois en avoir très très peu. C'est ça, c'est que à tel point que les patients doivent même pas s'en rendre compte presque. oui. En fait, par exemple, la constipation, c'est un problème qui touche beaucoup de gens, bon, qui est Mm, très féminin, on va dire ce qui est, mm, hein, mm, osons. Eh bien, il y a plein de personnes qui vivent avec, qui se disent, bah oui, je suis constipé, bon, tant mieux mm, quand j'y vais, quoi. mm, Non, faut pas rester comme ça. C'est qu'il y a une machinerie qui commence à s'installer, qui est lente, mm. et c'est qu'il y avait déjà des désordres. Et bon, j'allais dire, on parle de choses pas très ragoûtantes à 10 heures du matin, mais oui, effectivement, des flatulences, des mauvaises haleines aussi. Par exemple, quelqu'un Mm, qui a une mauvaise haleine, mm. c'est un signe déjà de dysbiose, hein, puisque c'est le mot pour dire que la flore intestinale va pas bien. Les mauvaises haleines, les flatulences, la constipation peuvent être à l'origine de problématiques où on ne sait pas absolument pas que ça a un lien, que sont la fatigue chronique, voilà, des maladies de peau. Et ça, Déjà, ça c'est peut, qu'ils commencent à faire. et ça, on peut changer notre microbiote. Tu peux avoir on peut avoir un Oui, effet en changeant ton alimentation. Tu peux changer le ratio de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries, c'est ça? oui, oui, complètement. En combien de temps et comment? Pour les Déjà, j'allais grandes dire lignes. 15 jours, un mois. En 15 jours, un mois. 15 jours, un mois, en faisant un régime voilà, méditerranéen. Mm, Vous aurez compris que c'est mon fer de lance, hein, un régime. Et c'est d'ailleurs celui de. Il y a eu des gens qui ont fait des mm, travaux. Hein, c'est pas parce que je suis méditerranéenne et que je veux parler de mon pays. Hein, ça n'a rien à mm, voir. Oui, le régime méditerranéen a fait ses preuves. C'est mm, documenté. Il y a des livres très intéressants dessus. Ça a été publié hein, dans les académies de mm, médecine. mm, Donc le régime crétois. Et mm, voilà. Donc déjà changer l'assiette. mm, Et ensuite, vraiment, quand il y a de gros symptômes, réimplanter, en fait, carrément. Vous savez aussi que la transplantation fécale commence à être à la mode, hein, et comme mm. par hasard, c'est aux États-Unis que ça commence à émerger le plus. Oui, alors Pourquoi? c'est Parce que très. les. Moi, j'ai Ouais. découvert ça il n'y a pas tellement longtemps, cette histoire de transplantation fécale. C'est incroyable. Dans les maladies inflammatoires chroniques, on peut prendre des extraits de selles de patients normaux et les transplanter chez des gens qui ont un microbiote complètement déficient. Alors, c'est une Oui, procédure, c'est pas, c'est technique. Il y a pas, ça se fait pas de manière artisanale et il faut pas le faire de manière artisanale. D'ailleurs, il paraît il y a des morts, il y a des gens qui essayent de le oui. faire de manière artisanale, qu'on trouve des tutos sur YouTube comment faire ça et il faut surtout pas le faire. Mais j'ai découvert cette histoire de transplantation. Moi, je travaillais dans une équipe où on faisait de la transplantation de face. Et là, il y a de la transplantation fécale. Oui. Explique-nous un petit peu plus alors, comment ça marche ça. Eh bien, la transplantation fécale, moi, je l'ai comprise et apprise pour le traitement de l'infection à Clostridium difficile. Donc, Hum, l'infection à Clostridium difficile, plus connue sous le nom de colite pseudomembraneuse, en fait, comme hum, par hasard, d'où est-ce qu'elle vient? C'est chez les gens qui ont pris trop d'antibiotiques. Et donc c'est pour ça que je suis, ouais, alors voilà, je vais pas faire les affaires de certains, mais les prescriptions d'antibiotiques, elles doivent être vraiment raisonnées, parce que chez des gens qui abusent de molécules antibiotiques, au bout d'un moment, on assassine tellement les populations commensales, donc les fameuses dont on a besoin,
Mmh. que émergent des populations qui contiennent du Clostridium. Mmh. Et donc, vous savez qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Et à l'heure où on se fait du souci pour nos seniors et les maisons de retraite, vous savez que c'est l'ennemi juré des maisons de retraite, c'est les Ouais. épidémies de Le Clostridium Clostridium. difficile. Mmh. Je peux vous dire que si tous les hivers on comptait le nombre de morts par épidémie de Clostridium, les gens partiraient en courant et ça ferait aussi une autre polémique, hein. Mmh. Mais ça, il faut quand même savoir qu'il y a plein d'autres choses, plein d'autres fléaux actuellement. Et donc, quand il y a une épidémie à Clostridium, c'est vraiment très très compliqué à gérer dans une maison de retraite. Oui, parce que Parce que tu peux pas donner des antibiotiques pour détruire le Clostridium parce que tu détruirais le ouais, peu de bactéries saines, de voilà. bactéries commensales qui resteraient. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà, donc en fait, il reste encore deux familles de molécules qui sont théoriquement actives dessus, mais Mmh. parfois vous êtes dans ce qu'on appelle une impasse thérapeutique. Donc l'impasse Mmh. thérapeutique, c'est qu'on ne peut plus rien faire, Mmh. et c'est comme ça qu'a eu lieu l'émergence. Donc la transplantation fécale, elle a un intérêt donc dans ces épidémies, enfin Mmh. dans cette maladie de Clostridium, dans les rectocolites hémorragiques. Donc Mmh. ça, elle est en train limite d'obtenir l'AMM comme un médicament. Mmh. Voilà, donc ça, c'est les indications officielles de la transplantation. Mmh. Maintenant, on sait tous que par rapport à certaines pathologies, quand on regarde notamment des reportages sur Arte aux États-Unis, comme disent certains médecins, et je vais vous faire rire en disant ça, en fait, ceux qui ont un transit correct, ils ont de l'or dans le ventre. Parce qu'aux États-Unis, il y a des banques de dons. Je vous passe les Mmh. détails. Mmh. On fait des banques de dons et en fait, ceux qui ont un bon transit sont en train de monnayer tout ça. Et Incroyable. en gros, ouais, ce qu'il y a au fond de la Incroyable. cuvette peut valoir de l'or. Incroyable. Oui, c'est parce que Si. tu as vraiment, Ouais. c'est que tu as un microbiote qui est optimal. Tu me Oui. disais je me suis, on en parlait à la clinique et tu me disais que ce microbiote, il apparaissait dans les premiers jours, enfin dans les premières semaines de vie. C'est ça, c'est quelque chose qui se Oui. constitue et qui est un peu, on a tous un microbiote différent. Oui, alors en fait, ça s'appelle l'empreinte microbiotique, Hmm. l'empreinte, l'entérotype. Donc Hmm. entéro, c'est l'intestin, type, c'est la catégorie à laquelle on appartient. Et donc on a tous un entérotype. Donc en fait, comme je dis, j'aimerais bien parfois qu'on puisse faire ça dans la rue sur les crottes de chiens pour savoir qui est le propriétaire de la crotte. Mais ça serait très pratique, je pense, pour pister les gens Ouais. pas très bienveillants, ceci dit en passant. Mais donc on a tous un entérotype Hmm. et qui nous est transmis. C'est un don que nous fait voilà la maman qui nous a enfantés Hmm. et qui est complètement lié déjà rien qu'à notre mode de délivrance le jour J. D'accord. Donc sans Césarienne ou effrayer tout le accouchement monde, par voie mais basse. oui. Ouais. Parce que quand tu Donc accouches par voie basse, le bébé prend des bactéries dans la bouche, c'est ça? oui, oui. Et Et tout de suite il elles vont ensemence dans le tube coloniser digestif. et elles vont coloniser le tube digestif et Mm. commencer à donner. Mais alors du coup, les enfants qui naissent par césarienne, ils sont un peu désavantagés ou est-ce qu'ils rattrapent ça rapidement par le lait, Alors, on rattrape parce l'allaitement? que, bien évidemment, l'allaitement, s'il est pratiqué, peut rattraper ça. Mais c'est vrai que souvent, alors comme je dis, je suis pas là pour culpabiliser les mamans. Moi-même, je n'ai Mm, pas allaité. À l'époque, je n'avais pas été sensibilisée dessus. mm, Donc, je vais pas jouer la mère parfaite, hein. mm, On fait ce qu'on peut. mm. On essaie d'être une bonne mère, c'est déjà compliqué. On peut Ou pas un bon toujours, père. voilà, faire des, voilà, des équations logarithmiques quand on est en Mm, train d'accoucher, notamment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, vous voyez, si on me l'avait dit à l'époque, parce que voilà, j'ai deux enfants, deux ados à la maison, mm. et bien une maman qui tombe enceinte, la périconception, ça s'accompagne du point de vue microbiotique. Il y D'accord. a des gens qui sont spécialisés de l'accompagnement en périconception. Mm, Il y a un accompagnement aussi postpartum. mm. Par exemple, vous savez, la Après dépression du l'accouchement. postpartum, Ouais. ouais, après l'accouchement, Mm, notamment pour prévenir le postpartum, parce que ça mm, aussi, c'est quelque chose qui peut être atténué ou atténuable par la voie du microbiote. mm, Et pour toutes les enfants qui ont été et délivrés, enfin, et césarisés, nés par césarienne et non allaités, mm. dans ces cas-là, il faut, si on commence à tomber malade, si l'enfant pleure, qu'il y a du reflux gastro-œsophagien, Mm. il faut absolument suppléer en flore microbiotique. Et ça, il existe des présentations pour les enfants. Mais il faut D'accord. demander à votre pédiatre. Et si vous voyez que votre pédiatre vous dit non, non, c'est n'importe quoi ce truc, enfin, un Mm. conseil, voilà, changez de crèmerie. Pour demander un deuxième avis. Oui, Ça mange, voilà, ça mange oui, jamais. C'est toujours intéressant de demander des deuxièmes avis en médecine. oui. On arrive, il nous reste à peu près un petit quart d'heure là avant qu'on doit arrêter. Et moi, je voudrais que tu nous parles maintenant tu as parlé tout à l'heure du better aging et de tout ce qu'on pouvait faire pour justement comprendre comment influencer ce microbiote pour mieux vivre et mieux, peut-être pas forcément plus longtemps, mais en tout cas justement en meilleure santé. Il y a
pour essayer. Ça coupe un peu? Tu m'as Oui, perdu? ça a figé. Ouais, C'est bon? C'est revenu ou pas? ouais, c'est bon. Donc, je te Ouais, posais des vas-y. questions je voudrais que tu me racontes tous les développements qu'il y a maintenant sur le better aging et comment est-ce qu'on peut faire pour analyser la façon dont fonctionne notre corps. Est-ce qu'il y a des bilans qui existent maintenant? Est-ce qu'il y a des laboratoires qui se spécialisent là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est ce qui s'appelle la médecine prédictive. Hmm. Et il faut savoir qu'en France, c'est très particulier notre manière d'aborder la santé et on a le plus beau pays pour la santé, hein. Je ne remets pas du Hmm. tout ça en question. C'est une fierté d'être français à ce niveau-là, on le sait tous. Mais il faut quand même savoir prendre ce qu'il y a de bon chez tout le monde. Hmm. Et il y a des pays où en fait les systèmes d'assurance sociale sont pas les mêmes et ils ont été obligés de se prendre un peu plus en charge en amont. C'est-à-dire Hmm. qu'ils peuvent pas attendre le symptôme parce que ça leur coûte tellement cher d'être pris en charge qu'ils Hmm. sont obligés de se mettre en meilleure santé avant. Et Hmm. donc les pays luxembourg, enfin le Benelux Hmm. notamment, est assez pionnier là-dessus, la Suisse aussi, hein, bien Hmm. évidemment. Hmm. Et en fait, il existe des bilans qui vous Hmm. permettent de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre corps, Hmm. alors que vous n'êtes pas symptomatique, hein, Ouais. vous pensez aller très très bien, ou au contraire, vous avez des... Alors, je vais prendre l'exemple le plus caractéristique qui est le rhume des foins. Hmm. Le rhume des foins, c'est un truc qui nous empoisonne la vie, mais quand Hmm. vous réfléchissez, quand on était jeune, il n'y avait pas autant de rhume des foins. Hmm. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai cru que c'était le gazole, enfin la pollution. Alors, ça joue aussi, il est vrai. Hmm. Mais en fait, tout ça aussi, c'est lié à la malbouffe. Parce qu'en fait, on exacerbe nos populations lymphocytaires et du coup, on combat trop. Et c'est là qu'on se met à avoir des rhinites, les yeux qui pleurent, Parce que toute cette querelle. la barrière Oui, de notre corps que constituent toutes ces bactéries commensales oui, saines est altérée. Et du coup, toutes la pollution, tous les foins, bon, oui, tout passe. tout ça pénètre mieux, ça pénètre plus dans notre organisme et du coup, ça cause plus de phénomènes d'intolérance et d'allergie. Oui, c'est une passoire dont les trous s'élargissent et qui contiennent plus rien. Donc en D'accord. fait, tous les pathogènes passent. Donc dès que vous inhalez effectivement un pollen, un truc comme ça, normalement l'intestin et le microbiote dit stop, toi on t'élimine. Et bien Hmm. quand tout devient poreux et que le microbiote est plus au rendez-vous, et bien le pollen passe et c'est Hmm. là que ça crée une exacerbation. D'accord. Donc on peut bilanter tout ça. Hmm. Et ça commence à émerger en France. Alors certains, bien sûr, sont dessus depuis plus longtemps que moi, hein. Moi, j'ai Hmm. l'humilité de dire que je commence dans ce domaine. Donc en fait, ça s'appelle la médecine prédictive ou Hmm. intégrative aussi, on lit ce terme. Hmm. Donc c'est une médecine en fait où vous êtes participant, c'est-à-dire que vous êtes acteur de votre corps. Vous Hmm. ne subissez pas et vous dites, moi, je veux savoir où j'en suis, je veux savoir ce que je peux améliorer. Hmm. Donc c'est la médecine des 4 P. Hmm. Donc personnalisé, on participe. Je sais plus quels sont les deux autres P, ça me reviendra. Et Prédictif. donc en fait, oui, oui, prédictif, voilà. Hmm. Et en fait, on peut aujourd'hui, alors il y a différents niveaux d'investigation. Hmm. Et en fait, en better aging, ce qui m'intéresse moi tout particulièrement, c'est de savoir déjà, par exemple, votre état inflammatoire de base, où est-ce que vous en êtes dans votre intestin. On peut Hmm. tester, voilà, votre intestin Hmm. alors c'est soit des prises de sang, soit les urines. Hmm. Donc voilà, il y a des protocoles qui existent. Alors tous les labos n'ont pas pris ce tournant, Hmm. Et notamment là, chez les il y a lobbies. des labos en France maintenant. Parce Oui, qu'avant, donc effectivement, moi je connaissais moi j'ai jamais fait, mais j'ai des amis qui ont été faire des semaines de bilan oui, en Suisse notamment. Et d'ailleurs, on est dans une clinique suisse, nous, donc on connaît un peu ça. Effectivement, mhm. on a des gens qui vont faire des bilans en Suisse où là, on vous teste. Et donc maintenant, il commence à y avoir ça à Paris également. Oui, tout à fait, et un peu partout sur le territoire. Alors c'est vrai qu'il y a Hmm. c'est moins facile à trouver pour certains que pour d'autres. Hmm. Mais en tout cas, à Paris, voilà, il y a des réseaux de labos qui commencent à faire des partenariats avec des acteurs luxembourgeois Hmm. ou suisses. Hmm. Et en fait, alors il faut pas être étonné, hein, c'est vrai qu'on vous dit bon bah ça va partir au Luxembourg, vos analyses, c'est tout à fait normal. Et voilà, et on peut faire des investigations prédictives, des bilans pour savoir où vous en êtes dans votre santé. D'accord. Donc il y a Tu me, différents paliers, différents grades de Ouais. Tu me jusqu'où on disais, veut tu me parlais investir. par exemple, on en parlait ensemble et tu me parlais du cholestérol où l'analyse classique du cholestérol avait été complètement revisitée et que ça changeait totalement. Là, moi, ce que mes notions sur le bon et le mauvais cholestérol, c'était complètement préhistorique, c'est ça? Alors, je vais prendre toutes les précautions qu'il faut par rapport au sujet très touchy qui est le cholestérol en France Mm. et partout ailleurs, hein. C'est vrai que ça fait peur et c'est vrai qu'il y a des familles chez qui c'est vraiment un problème parce que ça peut être familial, génétique. Bon. Donc le cholestérol, il en faut. Déjà, mon premier message, c'est que
il faut du cholestérol, il faut manger des œufs, par exemple, parce que le cholestérol, c'est le précurseur de toutes les hormones sexuelles. Et donc, par exemple, si vous pouvez pas fabriquer toutes les hormones féminines, masculines, si vous n'avez pas voilà, le matériel, les ingrédients pour faire le gâteau, hein, comme je dis toujours. Donc déjà, ça, il faut le savoir. Donc le cholestérol, je cherche à dédramatiser. Deuxième chose, ce qui compte, en fait, alors certes, maintenant on fait des bilans lipidiques, ok, on voit son HDL, son LDL, le fameux. Donc effectivement, ce qu'il faut surveiller, c'est son LDL. Donc c'est un petit peu comme des camions poubelles qui éliminent les déchets. C'est vrai qu'il est bon d'avoir plus de H que de L. Voilà, retenez ça. Le H, c'est bon. Voilà. C'est une blague, mais qu'il faut pas dire à tout le monde. Voilà, donc le H, il est bon, le L, il est moins bon. Donc, une fois qu'on a compris lequel était mauvais, après, la chose qui intéresse, et c'est là que s'arrête la médecine classique actuellement, que je ne remets pas en cause, mais c'est vrai que c'est dommage, selon moi, de pas parler de ça, c'est l'oxydation du cholestérol. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avoir du cholestérol, ok, c'est une chose, mais vous pouvez avoir peu de cholestérol et ne pas l'oxyder, enfin, et l'oxyder beaucoup, comme vous pouvez avoir beaucoup de cholestérol et ne pas avoir de processus d'oxydation dessus. Et tout ça, c'est un peu complexe parce qu'en fait, vous savez tous que le cholestérol finit par former une plaque qui s'appelle la plaque d'athérome, qui peut boucher les artères. Qui bouche les vaisseaux. Voilà. Voilà. Et en fait, vous avez beaucoup de gens qui ont du cholestérol et finalement, ils font pas d'épisode cardiovasculaire derrière. Et en fait, on s'est aperçu que, comment dire, alors je parle sur un cholestérol simple, hein, je prends vraiment des précautions, je ne parle pas de quelqu'un qui a vraiment eu des stents, un terrain cardiovasculaire, des antécédents d'infarct, hein, je suis très très prudente là-dessus. Comment dire, dans nos âges et même un peu plus tard, c'est vrai qu'on a tendance parfois à se médiquer très vite, mais le cholestérol n'est pas un problème, l'alimentation peut tout de suite le rectifier, ça il faut bien bien le dire, le sport et l'alimentation. Tout de suite, vous faites baisser votre baisser le mauvais cholestérol et baisser surtout le stress oxydatif. Voilà. Et après, ça ne sert à rien de chercher à baisser son L si on est en stress oxydatif à fond de l'autre côté. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif? Alors, le stress oxydatif, c'est un phénomène physiologique qui est prévu par l'organisme. C'est un petit peu comme quand vous mettez la main sur la plaque chauffante, oui, c'est rouge, ça brûle, vous enlevez la main. Le stress oxydatif, c'est des messages qui sont envoyés via des messagers chimiques et qui disent à l'organisme, attention, mets-toi en branle, il y a un problème, il faut que tu éteignes le feu. Donc, en fait, on a des pompiers internes qui éteignent des petits feux tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Donc, le stress oxydatif, c'est physiologique. Là où c'est problématique, c'est quand il y a un déséquilibre entre les agressions et les pompiers. Et malheureusement, une fois de plus, le mode de vie, la malbouffe, par exemple, c'est le problématique des expositions au soleil. On sait tous, si on s'expose le vieillissement de la peau, quand tu as trop de soleil, stress oxydatif, ça fait apparaître les rides, les taches et tout ça. Voilà. Et donc, en fait, la prévention des rides, on le sait tous, passe par la non-exposition au soleil. Bah, pourquoi parce qu'au bout d'un moment, quand vous gavez trop de soleil votre peau, les mécanismes de défense ne marchent plus et les taches apparaissent. Donc, voilà, le stress oxydatif, ça peut marcher aussi sur le cholestérol, pour y revenir. Parce que en fait, on rouille. Et donc, ça s'appelle de la rouille en langage commun. Et donc, de la même manière qu'une pomme qu'on laisse sur une paillasse noircie, on le sait tous qu'il ne faut pas laisser un avocat parce qu'il devient noir, eh bien, notre intérieur noircit sous l'effet du stress oxydatif. Donc, on met un antioxydant, un jus de citron pour l'empêcher de... Jus de citron, en antioxydant. Voilà, donc il nous faut des antioxydants. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est pas les utiliser n'importe comment, parce qu'il faut juste un équilibre. Donc tout est de savoir où est-ce qu'on en est justement dans les systèmes oxydatifs qu'on produit naturellement et dans quelle mesure on doit se suppléer ou pas. D'accord. Voilà. Et le cholestérol peut être oxydé. Donc c'est là où ça devient dangereux. Et on avait parlé ensemble d'un autre type de stress. Tu as le stress oxydatif et tu as un autre type de stress qui s'appelle le stress carbonylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le stress carbonylé, il est lié au sucre. Carbonyle, en fait, puisqu'on sait que le sucre, c'est des hydrates de carbone. Donc, le stress carbonylé, c'est le côté caramélisation. Donc, on se caramélise si on mange trop de sucre. Caramélise.
Oui. C'est bon, mais pas trop. C'est bon, mais pas trop. Donc, c'est un peu comme la croûte du pain très grillé. Certains aiment beaucoup le pain très grillé. Mais Mm, il faut savoir que c'est une réaction qui produit des toxines mm, qui s'appelle voilà, ça s'appelle la réaction de Maillard. C'est de la chimie. Hein. mm, Le corps, c'est de la chimie. Il faut bien réfléchir à ce qu'on est. mm, On est un assemblage d'acides aminés, de protéines qui fabriquent des ensembles et mm, qui est aidé par des bactéries. Hein. Voilà. Si je peux résumer le corps humain, c'est un peu ça. Et mm, donc, en fait, le sucre, on le sait, le problème chez le diabétique, notamment puisqu'on surveille l'hémoglobine glyquée. mm. Eh bien, en fait, il faudrait surveiller le sucre sur toutes les autres protéines. Il ne faut pas surveiller que le globule rouge. Et je ne veux pas vous faire peur, mais il y a le cerveau dans tout ça. Hein. Mm. Et donc, le sucre et le cerveau, ça fait pas bon ménage. Hein. Donc, Bah, le stress, on a besoin d'un peu de sucre pour faire tourner notre cerveau, mais il faut pas qu'il y en ait trop, sinon tu développes des ouais, maladies ouais, sinon la spécifiques. cellule est débordée. Et en fait, le surplus Ouais. est éliminé et va corroder tout le reste de l'organisme. Donc, en fait, Donc on en fait, caramélise et on rouille. en médecine, c'est un petit peu comme, comme les intolérances alimentaires entre l'intolérance et l'allergie. Nous, avec notre médecine traditionnelle du XXe siècle, on voit très bien la surface émergée de l'iceberg. On voit bien Oui, les gens, le diabète, l'allergie. Ça, c'est quelque chose on voit la partie émergée de l'iceberg. Et là, oui, on est en train de découvrir toute la surface immergée, un peu finalement ce que les Chinois avaient l'habitude de faire avec leur médecine traditionnelle, de s'intéresser à la prévention, et on oui, est en train de comprendre toute la partie immergée oui, avec tout à les fait. intolérances. Mm. Oui, tout à fait. Voilà, les intolérances aussi, quel beau chapitre. Beaucoup de gens s'ignorent intolérants à des substances, à des aliments qu'ils ingèrent tous les jours. Mm. Et en fait, ça arrache les cheveux par ailleurs sur des migraines, sur. Bah, je peux revenir aussi, par exemple, à l'infertilité. C'est terrible, mais tant qu'on n'a pas investigué toutes ces pistes, Mm. et notamment, voilà, le gluten pourrait faire l'objet d'une conférence en tant que telle, hein, Mm. mais effectivement, le gluten, par sa formulation aujourd'hui, parce qu'il faut se dire que quand on fait de l'agriculture intensive, Mm. comment dire, on fabrique des molécules qui n'existaient pas au début pour notre organisme. Mm. Donc, l'homme du paléolithique, le blé qu'il mangeait, c'est pas notre blé d'aujourd'hui. Mm. Donc, en fait, on développe des intolérances. Et de ce qui était du domaine du ultra pathologique, comme les malades cœliaques, qui sont vraiment une maladie très grave et très très Mm. embêtante, on fabrique des syndromes d'intolérance cœliaque-like quasiment aujourd'hui, par l'appauvrissement de tout ce qu'on ingère. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut pas, voilà, dans la médecine prédictive, il faut aussi savoir où est-ce qu'on en est en termes d'intolérance. Et énormément de malades seniors, un peu comme les porteurs asymptomatiques du Covid, Oui, beaucoup oui, de malades seniors en fait. Ouais. oui. D'où l'intérêt Et de notre médecine prédictive. Il va falloir qu'on s'arrête, on va arriver à la fin là, des 1 heure, après Instagram va nous couper. Mais ah oui, donc c'est oui, ça, oui. ouais, c'est ça le message finalement, c'est que il y a beaucoup de malades seniors et alors, même si tu te sens bien, tu commences à avoir des petits dérèglements qui peuvent évoluer vers une vraie maladie et qu'on a la chance de pouvoir encore corriger les choses et qu'on commence à avoir les outils maintenant pour pouvoir les corriger. Et donc ça, c'est très Oui, ouais, chouette que tu puisses proposer des bilans pour évaluer tout ça et puis mettre en place les corrections. oui, voilà, on peut tout bilanter et comme je dis, il y a différents niveaux et je ne suis pas médecin en plus, hein, donc moi je Mm. suis pharmacien, mais il y a de très très belles pistes vraiment d'investigation pour essayer d'aller mieux et pour essayer de mieux vieillir, voilà, tant bien que mal et pas trop tomber malade, voilà. Bon. Super, Céline, c'était passionnant et moi, je Merci suis sûr qu'on va beaucoup. refaire ça. Allez, salut. Ah bah Au merci à revoir. Alexandre, c'est un honneur pour moi d'être écouté par toi. Je t'en prie. Salut, Céline. Bonne journée à tous, merci. Toi aussi.